Alors, les biosimilaires, d'abord, les biomédicaments. Le premier biomédicament, il a été découvert en 1887 par Louis Pasteur. C'est le vaccin contre la rage. C'est le vaccin antirabique. Et maintenant, les biomédicaments, ils occupent une place importante. Et vous voyez, 20% des ventes mondiales, c'est les biomédicaments. C'est le double de la croissance globale du marché. Aux États-Unis, en 2003, c'est-à-dire sur 2 produits enregistrés, un c'est un biomédicament. Et actuellement, les biomédicaments, ils traitent la majorité des pathologies et ils ont en 70% sur le marché, ils ont un SMR, c'est-à-dire service médical rendu, très important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biosimilaire? D'abord, les biosimilaires existent depuis 2005. Et le premier biosimilaire qui a été autorisé par la Commission européenne des médicaments, c'est en 2007. Les médicaments biosimilaires et les médicaments biologiques sont utilisés pour traiter plusieurs pathologies inflammatoires chroniques comme l'arthrite, la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, le cancer, le diabète, plusieurs maladies de la peau comme le psoriasis, c'est-à-dire plusieurs maladies sont traitées par les biomédicaments ou les biosimilaires. Alors, le marché des biosimilaires, vous voyez dans le tableau, il augmente en 2019, une augmentation de 50% des biosimilaires par rapport à 2018 aux États-Unis. Et vous voyez, les biosimilaires, ils augmentent, une augmentation très importante. Alors, la définition d'un biosimilaire, ce n'est pas un générique. Le biosimilaire, c'est une copie très similaire d'un médicament biologique. Le médicament biologique de référence, c'est-à-dire on l'appelle le médicament biologique de référence, ce n'est pas le principe comme le générique. Alors lorsqu'un médicament biosimilaire est commercialisé, le médicament biologique d'origine, on l'appelle médicament biologique de référence. Un médicament biosimilaire n'est pas nécessairement identique à la molécule d'origine, c'est-à-dire le médicament biologique de référence. Néanmoins, leurs caractères sont très similaires, selon les critères établis dans les directives des normes d'autorisation relatives à la pharmacocinétique, la pharmacodynamique, l'innocuité, l'efficacité et la sécurité clinique. Ils sont identiques. Les définitions de la FDA, c'est-à-dire l'Agence américaine des médicaments et l'Agence européenne, un biosimilaire est un produit biologique très similaire à un produit biologique de référence homologué aux États-Unis, malgré les différences mineures dans les composantes, mais entre le produit biologique et le produit de référence, en termes de sécurité, de pureté et de puissance, il n'y a pas de différence. Alors, mais un médicament biosimilaire ne peut pas être assimilé à un médicament générique. Concernant les matières premières utilisées, concernant les procédés de production, les modes d'action, les procédures d'autorisation et de mise sur le marché. C'est ça la plus importante. On va les voir tout. Alors pour un générique, l'origine c'est chimique, c'est des produits chimiques. Pour les biosimilaires, l'origine c'est biologique, c'est à partir de cellules vivantes. Et pour le dossier abrégé, pour le dossier d'autorisation sur le mise sur le marché pour les génériques, c'est un dossier abrégé. Il faut simplement un dossier de pharmacocinétique, pharmacodynamique, c'est-à-dire de la biodisponibilité, pas plus. Mais pour un biosimilaire, en dehors de ce dossier, c'est-à-dire pharmacocinétique, pharmacodynamique, biodisponibilité, il faut des études cliniques et paracliniques, et il faut surtout étudier l'efficacité, la sécurité et l'innocuité. C'est d'autres études pour faire ça. Alors, pour le biosimilaire, il y a plusieurs étapes à faire obligatoirement, c'est-à-dire la caractérisation moléculaire, les études précliniques, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique, les études cliniques précliniques et surtout la surveillance post-marketing. Vous voyez que pour l'évaluation d'un biosimilaire, elle est basée sur la totalité des preuves. C'est la totalité des preuves, ce n'est pas comme le générique. Et dans un biosimilaire, le dossier dialogue compte plus long, et ensuite, il faut des approbations, les approbations des hautes instances
scientifiques américaines et européennes. Alors, démontrer la biosimilarité, c'est une approche par étapes qu'on a vu tout à l'heure. Et pour la FDA, c'est l'Agence américaine des médicaments, utiliser une approche de totalité des preuves. Semglee, c'est le biosimilaire de Lantus, du laboratoire Béatrice. C'était l'insuline glargine, c'est l'insuline 1000-1501. Semglee, insuline glargine, également appelée 1000-1501D, c'est un biosimilaire de Lantus, c'est-à-dire la glargine, indiqué dans le traitement du diabète sucré chez les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 2 ans. Même 2 ans, c'est une insuline qu'on utilise à tous les âges. Alors, pour justement ce biosimilaire, il y a plusieurs études qui ont été faites. Je vais simplement vous donner 2 études concernant le diabète type 1, c'est l'Instride 1, et dans le diabète type 2, c'est l'Instride type 2, pour montrer justement l'efficacité, la sécurité. Il n'y a pas de différence entre justement le Semglee et la glargine Lantus dans ces 2 études. Dans l'Instride 1, c'est-à-dire dans le diabète type 1, la variation de taux de l'hémoglobine glyquée entre l'inclusion, c'est-à-dire le début, l'étude et la 24e semaine, Semglee n'était pas inférieur à Lantus. C'est ce qu'on voit justement dans ce tableau, le niveau de l'hémoglobine glyquée à la 24. C'est une étude qui a duré 55 semaines, c'est-à-dire 1 année. Mais normalement, le 24e semaine, c'est le critère d'évaluation principale. La 24e semaine, mais c'est une étude qui a duré. Le niveau de l'hémoglobine glyquée entre Semglee et Lantus, il est resté absolument le même. C'est ce qu'on voit aussi, la même chose. Le niveau, jusqu'à 24 semaines, le même niveau de l'hémoglobine glyquée. Ici, la même chose avec la glycémie à jeun. La glycémie à jeun, elle est restée la même chose, 24 semaines, 6 mois. La différence entre justement, et jusqu'à 52 semaines, entre la glargine et Semglee, c'est-à-dire Lantus. La même chose, les études, là, ça c'est l'Instride. Et dans l'Instride 2, dans le diabète type 2, l'évaluation, la différence entre le Semglee et Lantus, niveau de l'hémoglobine glyquée, ça n'a pas changé aussi, c'est la même chose, c'est le même niveau. Et dans le Semglee, comme biosimilaire, toutes les études, diabète type 1, diabète type 2, il n'y a pas de différence entre l'hémoglobine glyquée. Alors, Semglee, c'est pour l'Agence américaine des médicaments, la FDA. Semglee, c'est le premier biosimilaire qui a été approuvé comme quoi c'est un produit interchangeable, qui peut être interchangeable. Pour la FDA américaine, il a approuvé que le premier produit biosimilaire, c'est-à-dire la Semglee, il est indiqué dans le diabète et type 1 et type 2. C'est l'indication, ça c'est une approbation américaine de la FDA. L'Agence européenne des médicaments, l'EMA c'est l'Agence européenne des médicaments, aussi l'Agence européenne des médicaments a considéré que conformément aux directives de l'Union européenne pour les médicaments biosimilaires, il a été démontré que Semglee présente les qualités de sécurité et efficacité comparables à Lantus et il peut être utilisé dans le diabète type 1 et type 2. Ça, c'est important, c'est les agences européennes américaines pour un biosimilaire qui peut être utilisé pour le traitement du diabète. L'objectif principal du traitement du diabète, c'est quoi? Tout à l'heure, notre professeur il a parlé de l'hémoglobine glyquée et on va dire, c'est normaliser, l'objectif principal du traitement du diabète, c'est normaliser l'hémoglobine glyquée pour prévenir, diminuer les complications micro-macrovasculaires. C'est ça le premier. La deuxième, c'est la préservation de la qualité de vie et le bien-être des diabétiques. C'est ça l'objectif principal. Alors, Semglee, biosimilaire, les indications, c'est le traitement du diabète sucré. Je ne dis pas pas deux, le diabète sucré de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 2 ans. On va commencer par le diabète type 2. Alors, normalement, les stylos, ça va jusqu'à 80 unités. Hein. Ce n'est pas 50 unités. Les stylos, ça va, avec le Semglee, ça va jusqu'à 80 unités pour un stylo. Dans le stylo, il y a 300 unités. Alors, diabète type 2 et insulinothérapie. Diabète type 2 et insulinothérapie.
Pourquoi il faut passer à l'insuline? On sait très bien que le diabétique type 2, quand il a le diabète, 50% des cellules bêta sont parties, simplement 50% qui restent. Et avec le temps, il y a une dégradation des cellules bêta et la fonction diminue avec le temps. Vous le voyez toujours. Et ici, c'est l'étude l'IKPDS qui a montré avec le temps, il y a une augmentation des glycémies et une augmentation de l'hémoglobine glyquée, soit le traitement intensif, soit le traitement conventionnel. Toujours avec le temps, l'ancienneté de la maladie, dégradation de la fonction des cellules bêta et l'hémoglobine glyquée qui augmente. Dégradation du contrôle glycémique avec le temps chez tous les diabétiques. Le pancréas, il n'est pas raciste. Tous les diabétiques, il y a justement une dégradation. Alors, et on sait qu'il y a une relation positive et linéaire entre le niveau de l'hémoglobine glyquée, et les complications micro-macrovasculaires. Quand l'hémoglobine glyquée dépasse 7%, vous voyez, 7%, toutes les complications augmentent. Et quand on diminue de 1% les complications, toutes les complications diminuent. Et notre objectif primaire chez les diabétiques, en premier lieu, c'est l'hémoglobine glyquée. Il y a d'autres paramètres aussi qu'on doit voir, mais ce n'est pas le topo d'aujourd'hui. Mais l'hémoglobine glyquée, c'est l'essentiel. L'hémoglobine glyquée qu'il faut diminuer. Alors, pourquoi l'insulinothérapie devient indispensable chez le diabétique type 2? L'insulinothérapie devient indispensable quand la production hépatique du glucose n'est plus freinée par toute la médication, tout le traitement oral qu'on donne, il ne freine plus la production hépatique. Il y a 3 anomalies. L'élévation de la glycémie à jeun. La glycémie à jeun, on l'appelle aussi la glycémie basale. La glycémie à jeun, c'est la glycémie basale. Et présence du phénomène de l'aube qui est excessif et présence du phénomène de l'aube prolongé. Alors, quand est-ce qu'il faut passer à l'insuline? Quand est-ce que l'insuline devient indispensable? C'est quand il y a un échec thérapeutique. On a donné tout le traitement, mais l'hémoglobine glyquée est toujours élevée. Quand le traitement oral maximal n'arrive plus à atteindre les objectifs glycémiques, c'est ici on doit passer à l'insuline. Alors, quand l'insuline devient insuffisante, l'échec thérapeutique, ça peut être relatif. L'échec thérapeutique, ça peut être absolu. L'échec thérapeutique relatif contre l'hémoglobine glyquée, elle est entre 7 et 8, c'est-à-dire les complications du diabète sont multipliées par 1,5. L'insulinothérapie n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Mais si l'hémoglobine glyquée dépasse 8%, s'il y a un échec thérapeutique absolu, il faut l'insuline quand l'hémoglobine glyquée dépasse 8%. Entre 7 et 8, l'insulinothérapie est souhaitable, mais n'est pas obligatoire, mais absolue quand l'hémoglobine glyquée est plus de 8. C'est-à-dire l'insulinothérapie, elle est obligatoire. Les recommandations, ça fait 6 ans. Les recommandations de l'Association américaine de diabète et l'Association européenne depuis 6 ans. C'est-à-dire les recommandations, ça c'est copier-coller. Les recommandations, les experts, qu'est-ce qu'ils recommandent? Les malades qui sont sous triple thérapie orale, qui passent à des injections, je ne parle pas d'insuline, à des injections, qu'est-ce qu'ils recommandent? En premier lieu, les agonistes récepteurs GLP-1. Ça, c'est copier-coller là. Si le patient et si les mutuelles peuvent rembourser, ça, c'est les Américains, copier-coller, parce que ça coûte cher. S'ils peuvent, sinon, c'est l'insuline qu'il faut donner. Ça, c'est les recommandations, c'est copier-coller, c'est les recommandations américaines que vous voyez. En haut, c'est les agonistes récepteurs GLP-1. Mais si les agonistes récepteurs GLP-1, on les donne et l'hémoglobine glyquée reste élevée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'insuline. Alors, quand on passe à l'insuline, il y a 3 schémas possibles, 3 schémas. Soit basal bolus, 4 injections de l'insuline, soit prémix, 2 injections, soit l'insuline basale. Il y a 3 schémas. Mais toutes les recommandations dans le monde entier, on recommande l'insuline basale. C'est l'insuline basale, ça c'est les recommandations qu'on utilise. Vous voyez toutes les recommandations européennes, américaines, c'est l'insuline basale qu'il faut maintenir. Et ici je montre, voilà. Alors pourquoi l'insuline basale? Ça c'est une diapositive que j'ai prise chez le professeur Mounier. Pourquoi l'insuline basale? Parce que justement c'est la glycémie basale, la glycémie du réveil
qui commence à s'élever. La première, avec l'ancienneté du diabète, vous voyez, avec 10 ans, plus de 10 ans de diabète, la glycémie, elle augmente. Et ici, voilà l'insuline basale. Alors l'insuline basale, on commence la dose 0,1, 0,2 unités kilo. 0,1, 0,2 unités kilo, c'est facile. 0,1, 0,2 unités. Quelqu'un qui a 80 kilos, c'est-à-dire combien? C'est 8 unités. Comme c'est 8 unités. Qui a 100 kilos, c'est 10 unités. 0,1 pour 10 des hémoglobines glyquées moyenne, c'est-à-dire 8%, pas tellement très élevé, c'est la dose. Ça, c'est la dose internationale. C'est les recommandations américaines. Européennes, c'est la même chose. 0,2 unités. D'accord. On a travaillé ça. On a travaillé plus de 50 fois. Alors l'insuline basale, on laisse le traitement oral. Tout le traitement, on le laisse. Hein. Tout le traitement, les ados de la journée, on ne modifie rien. La metformine, les insulinosécréteurs, les inhibiteurs DPP4, les agonistes récepteurs GLP1, on laisse tous les médicaments. Si on enlève un produit, on va tout changer, On laisse le traitement oral et l'insuline, on donne, c'est au dîner. Alors, toutes les insulines, la première, c'est la NPH. La NPH, ça existe depuis 1946, elle a toujours sa place. Les gens, les moyens, les centres de santé, c'est une bonne insuline, taïa, elle a toujours sa place, la NPH, notre protamine Agdor, la Clargine 100, 300, alors les biosimilaires maintenant, il y a 4 biosimilaires. Nous, au Maghreb, nous avons 3 biosimilaires. Moi, pour le moment, je parle de Simglé. Alors, la Clargine 300 Togio, le Ditimir, Livimir et du Gludaxil Triziba. C'est les insulines qu'on utilise. Si on utilise la NPH pour qu'elle soit basale, il faut la donner le matin et le soir, 2 fois par jour. D'accord? Alors, cas clinique, Zohor, 58 ans, diabète depuis 11 ans, glycémie 2,35, glycémie postprandiale 2,92, hémoglobine glyquée 8,56, IMC. Et là, un poids, il est obèse, 32, pression artérielle normale, bilan rénal normal, dyslipidémie traité, traitement, qu'est-ce qu'elle a? Glimépiride 6 mg, dose maximale, metformine, dose maximale, inhibiteur, 3 médicaments, dose maximale. Il a une glycémie élevée, à jeun, glycémie postprandiale, hémoglobine. Conduite à tenir? L'insuline basale. L'insuline basale. Diabète déséquilibré malgré trithérapie, dose maximale, conduite. Les mesures. La première chose, ce n'est pas le traitement, s'il vous plaît. La première chose, c'est l'alimentation. C'est 50% de traitement. Les mesures hygiéno-diététiques. Gardez tout le traitement oral, ajoutez l'insuline. Alors, quel schéma? Wesh basal, wesh premix, ou la basal bolus? On va choisir, bien sûr, en premier lieu, c'est la basale. C'est la glycémie à jeun. Il y a la glycémie postprandiale. D'accord? Alors, quelle insuline? Toujours Zohor. Alors, gardez tout le traitement, ajoutez l'insuline basale, Simglé 10 unités. On a commencé 10 unités. L'hémoglobine glyquée n'est pas tellement très élevée. Mais attention, ici, c'est l'association américaine des cliniciens endocrinologues. Ça, leur tableau. Si l'hémoglobine glyquée il est à 8, on commence 0,1, 0,2. Mais si l'hémoglobine glyquée est plus de 8 à 8,5, 9, on commence à 0,2, 0,3. Un diabétique qui vient avec une glycémie de 2,5, 3 grammes, hémoglobine glyquée 9, si on commence à 10, ça ne va pas donner. Il faut commencer à 15 unités. C'est-à-dire, et on va voir un cas clinique rapidement. C'est Abdelrahman, 60 ans, diabète depuis 12 ans, glycémie, vous voyez l'hémoglobine qui est 9,29, l'insuline Simglé, 0,2 unités. Il a 75 kilos. 75 fois 0,2, c'est 15 unités. 15 unités. Alors, mais par la suite, c'est pas simplement toujours. On a initié avec un traitement. La deuxième étape, il faut titrer, il faut optimiser, il faut augmenter les doses jusqu'à atteindre 1,20. C'est-à-dire, on ajoute 2 unités si la glycémie à jeun dépasse 1,20. L'objectif, toujours avoir. Alors, douane, je passe rapidement. C'est l'optimisation.
c'est un diabétique déjà insuliné récurrent, déjà sous insuline basale, 22 unités, mais vous voyez la glycémie à jeun, 1,93, l'hémoglobine glyquée élevée, mais sous 3 ans, il est toujours la même dose, l'insuline basale, c'est-à-dire qu'il faut augmenter. Alors, le douane, il est insulino-récurrent, il est sous insuline basale, mais dose très réduite. L'objectif, la première chose, la glycémie à jeun, il faut qu'elle soit augmenter les doses de l'analogue-enzyme jusqu'à glycémie à jeun entre 1 gramme. Alors la fertilité et la grossesse. Alors la fertilité et la grossesse, l'allaitement, Simgli, il peut être utilisé, c'est-à-dire comme la clargine, chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes, il n'y a pas de problème sur la fécondité. Absolument. L'allaitement est possible, pas de problème. Alors, les adolescents et les enfants, à partir de 2 ans, l'insuline, c'est-à-dire Simgli, comme toutes les insulines, elles peuvent être utilisées avec les insulines rapides ou les analogues. Simplement, il faut une modification et il faut surtout l'autocontrôle pour avoir des glycémies. Alors, les sujets, population particulière, les sujets âgés plus de 65 ans, normalement, il faut voir la fonction rénale diminuer un petit peu les doses. Quand il y a l'insuffisance rénale, la clairance de l'insuline, il est diminué, les besoins en insuline, ils sont diminués, il faut réduire la dose de 20 à 30%. Les gens diabétiques qui ont justement une insuffisance rénale, surtout sévère, il faut diminuer les doses parce que justement la clairance de l'insuline est diminuée. Quand il y a une insuffisance hépatique sévère, la néoglycogénèse hépatique, elle est diminuée. C'est pour ça que les gens vont faire des hypoglycémies. Alors, l'interchangeabilité, l'insuline Simgli peut être interchangeable avec toutes les insulines. Simplement, quand on la change, il faut modifier, il faut justement corréler les doses. Et je vous remercie.